Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'implantation au Maroc. Je suis Nila Tiverenc, la Community Lead de la French Tech Pays Basque. Et donc, on a co-organisé cette session de webinaire sur l'implantation au Maroc avec la French Tech Maroc, que je remercie tout de suite. Donc, c'est parti. L'objectif de ce webinaire, c'est de voir avec vous et avec les intervenants que vous allez tout de suite découvrir les avantages d'une implantation au Maroc, les barrières, les leviers, quels sont les dispositifs d'aide, que ce soit en termes de financement ou en termes d'aide globale. Et la question, c'est est-ce que le Maroc, c'est une bonne porte d'entrée pour aller à la conquête du reste de l'Afrique? Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions avec les intervenants qui sont présents. Tout de suite, avant de démarrer, je vais vous passer les slides si elles veulent se passer. D'accord, le bug de dernière minute. Hop. Alors, on va recommencer. Hop. Tac, tac. Celle-là, on l'a vue. Alors. Je vais essayer de repartager tout l'écran. Désolée pour cette petite attente. Est-ce que ça va marcher? Non. Bon. Alors, on va fermer tout. Hop. Hop. Voilà. Ok. On va peut-être le faire comme ça et je vais retenter. Est-ce que vous voyez bien la slide principale? Ça vous gêne pas comme ça? Ouais, ok, nickel. On va peut-être faire comme ça pour éviter le bug et puis je retenterai tout à l'heure. Donc, l'idée avant de démarrer, c'était de vous faire une courte présentation des deux French Tech qui co-organisent. Et c'est une slide chacun, donc ça va être très rapide. Pour vous dire qu'au Pays Basque, on a été labellisé en mai 2020, en plein confinement. Donc, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est labellisé. Le champ d'action, c'est l'innovation et c'est une association qui a été créée au niveau juridique, ce qui n'est pas le cas de toutes les French Tech. En tout cas, voilà, on est parti sur une asso au Pays Basque. On a 150 adhérents depuis 2 ans et demi maintenant, plus de 6000 followers sur LinkedIn et on travaille sur 3 thématiques principales: l'innovation for good, l'attractivité des talents parce que c'est un vrai sujet. On va en parler aussi par rapport au Maroc, mais c'est le cas aussi parce que on est aussi un petit peu excentré au niveau du Pays Basque. C'est un problème, l'attractivité des talents. Et puis le troisième axe, c'est l'international. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, on a fait différents webinaires, donc avec French Tech Singapour, Tokyo, Sydney, Berlin et maintenant le Maroc. Alors, j'admets les derniers participants. À chaque fois, je vais faire ça, du coup. Donc, voilà, l'idée, c'est pour nous, pourquoi on fait ça à l'international? C'est vraiment essayer de connecter le Pays Basque à d'autres écosystèmes et puis pour promouvoir le rayonnement de nos pépites basques à l'international. Donc, pour favoriser ce rayonnement, on a décidé de collaborer avec des French Tech partout dans le monde pour favoriser ce lien. Donc, encore merci à la French Tech Maroc, à qui je passe tout de suite la parole. Hop. Donc, bonjour à tous. Je remercie Nila pour cette sollicitation. C'est avec grand plaisir qu'au nom de la French Tech Maroc, on participe à ce webinaire pour faire découvrir à nos participants
notre territoire, on va dire. Donc, la French Tech Casablanca, créée en 2019, et compte aujourd'hui à son board 9 membres qui sont des profils différents, des entrepreneurs, intrapreneurs, mais aussi investisseurs. Nous avons plus de 5000 abonnés sur nos réseaux, principalement LinkedIn. Et les thématiques traitées vont être autour de l'entrepreneuriat. On essaie aussi de mettre en avant l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Pour ce faire, on fait aussi une série de webinaires, mais aussi des apéros tech, des petits déj tech, qui nous permettent vraiment de fédérer l'écosystème local. On a aussi lancé un challenge, Acton Futur, dont la 3e édition va commencer très prochainement. Et nous avons des projets comme la caravane régionale, qui va nous permettre de rayonner sur les différentes régions du Maroc. Et aussi le French Tech Africa Summit. Nous avons pour objectif de fédérer encore plus les French Tech, mais au niveau africain. Merci Mila. Merci beaucoup. Eh bien, on va passer à la présentation des speakers de cette session de webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Kevin, Nargis, Jean-Charles, Moïse et Nora. Vraiment 1 minute pour vous présenter chacun avant de démarrer. À vous la parole. Allez, on fait dans l'ordre visuel. Kevin? Bonjour, moi je suis Kevin Gormand, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle, enfin d'un groupe qui s'appelle Moobawab, et on fait principalement, enfin on est, pour se remettre en ce qui se passe en France, on se fait un se loger local, donc on est un site d'annonce immobilier spécifique, enfin spécifique à l'immobilier, mais après on s'est diversifié et on a aussi aujourd'hui une boîte de consulting pour les promoteurs immobiliers et une boîte de commercialisation au final de projets immobiliers neufs. Donc voilà. Et vous êtes basé à Casablanca? Basé à Casablanca et au Maroc depuis une dizaine d'années. Très bien. Nargis. Bonjour à tous, moi je suis Nargis Lektewi. Donc nous avons fondé New Joule, une start-up depuis maintenant 18 mois à Casablanca. C'est une start-up qui a vocation à concevoir des solutions de monitoring de consommation énergétique pour le compte du secteur du bâtiment tertiaire et industriel. En utilisant les nouvelles technologies des objets connectés et du machine learning. Voilà, nous sommes basés à Casablanca au Technopark et je suis ravie aussi de faire partie du réseau French Tech Maroc. Merci beaucoup. Jean-Charles. Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux. Merci de nous rejoindre. Donc Jean-Charles Damblin, je suis directeur général de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Nous sommes aussi concessionnaires de services publics Business France, Team France Explore. Donc la Chambre, c'est avant tout de l'appui aux entreprises. Ce sont des délégations qui couvrent tout le Maroc, donc à travers 10 délégations régionales et un bureau à Paris. Donc, nous activons, si vous voulez, dans l'accueil des entreprises, que ce soit pour une implantation ou alors penser export vers le Maroc. Donc, le développement des entreprises françaises. Et nous sommes ouverts à toutes vos questions à la suite du webinaire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Charles. Moïse. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Très ravi d'être parmi vous. Donc, je m'appelle Moïse Lahelemi, je suis chef du département digital et outsourcing à l'AMDIE. L'AMDIE, c'est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. C'est une agence publique marocaine qui a pour mission de mettre en œuvre la stratégie de l'État en termes de développement des investissements et des exportations marocaines. Je vous en dirai plus par la suite. Un grand merci à Moïse pour votre participation à ce webinaire. Et enfin, Nora. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nora Idouni, je travaille chez BPI France au bureau de Casablanca. Donc, c'est l'un des 10 bureaux qui sont présents à l'étranger pour représenter BPI France. Et justement, on accompagne l'ensemble des entrepreneurs, des entreprises françaises qui souhaitent aller à l'international, tout aussi du point de vue national. Et pareil, je vous en dirai plus lors de la présentation. Super, merci beaucoup. Merci à tous de votre participation. Pour commencer, juste quelques règles avant de démarrer. Je demanderai à tous les participants de couper leur micro et de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Comme ça, à la fin, on regardera toutes les questions et puis on donnera la parole à l'intervenant que vous souhaitez. Donc, taguez bien l'intervenant que vous souhaitez et puis la question en suivant.
Aujourd'hui, on est deux à co-animer ce webinaire. Donc, moi-même qui suis coordinatrice de la French Tech Pays Basque et Laïla, donc qui est responsable partenariat et communication. D'avance, merci Laïla. Je vais passer tout de suite la parole en fait à Jean-Charles parce que dans tous nos webinaires, on fait toujours un snapshot, une vision sur les tendances et le potentiel du marché. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne au Maroc et quels sont les marchés qui sont porteurs en ce moment. Et ensuite, on va démarrer vraiment la session de questions-réponses. Donc, Jean-Charles, à toi le micro. Très bien, merci Mila. Alors, la présentation, je vais vous donner quelques chiffres macro, d'accord? On pourra vous la diffuser par la suite. Et donc, on va passer au slide suivant. Donc, tout d'abord, le Maroc, c'est la première destination touristique en Afrique. Ce n'est pas que pour les Français, c'est aussi pour tout le continent européen. C'est un pays qui est très diversifié, qui est assez similaire à la France. On va du nord au sud, on traverse des paysages qui sont complètement différents, mais qui sont toujours aussi accueillants. C'est un artisanat. En France, on le connaît très bien à travers quelques grandes marques, mais c'est un artisanat ancestral que vous retrouverez. Chaque région a sa spécificité. Et surtout, c'est 3 heures en avion de la France. Alors, 3 heures de Paris, mais pour la Nouvelle-Aquitaine, si vous partez de Bordeaux, vous en avez pour 2h15. Et c'est un jet lag décalé d'1 heure, à minimum. Voilà. Sur le slide suivant, on va aborder le point de l'économie de la démographie. D'accord. Donc là, vous avez quelques chiffres. Pour vous donner l'idée, le PIB global du Maroc, c'est 4,5 fois la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc en termes de business et de développement, ça peut donner déjà quelques grandes lignes. C'est aussi 1000 filiales de groupes français qui sont implantés, plus de 1000 filiales qui sont implantées au Maroc. À travers, si vous voulez, des associations. Il n'y a pas de contrainte, on va dire, sur le 51-49 au Maroc. Vous pouvez être filiale d'un groupe français à 100% sans problème. Voilà. C'est un pays qui est bien classé au niveau de la note des affaires A4 COFAS, pour ceux qui connaissent. C'est une capitale économique Casablanca, une capitale politique Rabat. Donc ensuite, nous allons parler de la position, on va dire, un peu légale vis-à-vis sur le continent vis-à-vis de l'Europe. Donc, ce sont les accords de protection des investissements conclus. Nos amis de l'AMDIA qui sont là en parleront, mais il fait bon investir au Maroc puisqu'il y a des protections sur les investissements, il y a des accords de rapatriement et de commandes libres sur les profits pour les non-résidents. Il y a des accords de non-double imposition. Ça, pour ceux qui exportent, ils pourront le voir à un moment donné s'ils exportent du service. Et il y a donc 119 plateformes industrielles intégrées qui accueillent plus de 10 000 industriels au Maroc, dont la Chambre, en fait, si vous voulez, y contribue à travers ces 4 parcs industriels. Donc, sur le slide suivant, une position géographique stratégique. Donc, il y a des connexions. Il y a le hub de l'aéroport de Casablanca. Il y a le port de Tangemed qui a une capacité de 9 millions de containers par an avec un agrandissement en cours. Pour donner un petit ordre d'idée, en termes de containers bateaux, les chiffres que je vous donne, là, ce sont des chiffres des opérateurs. Il faut 8 jours pour un bateau, un container de sortie de douane pour aller de Casa vers Port-Vendre. Il en faut autant, si vous voulez, si c'est un container qui part du Havre vers Casablanca. Et en camion, donc sur Bordeaux, c'est 4 jours dédouanés. Pareil. Donc, aller-retour à Casa-Bordeaux, Bordeaux-Casa. Ensuite, on va parler de secteur. Si on peut passer au slide suivant. Donc, ça concerne le secteur de l'industrie. Alors, l'industrie, le Maroc, il faut le préciser, a une entreprise qui est connue, qui est l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, et qui détient 70% des réserves mondiales de phosphate et qui ensuite, après, exporte des produits acides phosphoriques et autres. Pour vous donner les grandes lignes, le Maroc est quand même un hub aussi automobile, puisque depuis 2012, Renault a implanté une usine à Tanger. Depuis 2015, c'est PSA, Stellantis qui a implanté une usine. Au total, pour vous donner une idée, c'est 700 000 voitures par an qui sont fabriquées au Maroc, donc sur ces 2 pôles-là. Ça crée à peu près 160 000 emplois. Il y a ensuite les industries ferroviaires aussi, et il y a les industries de la chimie. L'aéronautique est très implantée, puisqu'on peut voir un Airbus A220, par exemple,
qui a été racheté, donc Airbus ayant racheté Bombardier, l'intégration de la fabrication des produits à quelque chose près à 100% marocaine. Voilà. Ensuite, on va passer au sujet de la clean tech. Alors, clean tech, il y a un marché qui est en devenir, la clean tech incluant, si on veut, tout ce qui est énergie durable et gestion de l'eau. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le Maroc a aujourd'hui la première centrale à concentration d'Afrique, qui est la plus grande d'Afrique, qui est basée à Ouarzazate, une concentration solaire pour une production d'énergie propre. 34% de l'énergie produite au Maroc est verte, donc à travers ces centrales, ces barrages, un pays où à l'époque il y avait une abondance en eau. Donc centrales solaires, barrages, éoliens et des très gros projets à venir sur la région de Goulmim, Tantan, puisqu'il y a 150 000 hectares de foncier qui vont être mobilisés dans la production d'hydrogène vert. Et qui dit hydrogène dit aussi production d'eau de mer dessalée. Aujourd'hui, il faut le préciser, le Maroc vit un stress hydrique qui est assez conséquent. Et on va le voir sur le slide après, c'est un pays en plus qui vit beaucoup de l'agriculture. Donc, si on passe à la suite, voilà. Donc, l'agrotech, c'est 4% du PIB. Alors, pour vous donner une petite idée, l'agrotech, c'est à peu près 1,5 milliard d'euros d'export agro et pêche vers la France. Voilà, on est dans un équivalent. Le Maroc en importe autant. Donc, on est vraiment dans un échange sur l'agroalimentaire. Il y a 7 filières prioritaires qui sont les céréales et légumineuses, la culture sucrière avec sa compagnie nationale, la Cosumar, l'agrume, l'olive, l'halieutique, la culture maraîchère. Mais donc en ce moment, le Maroc vit un stress hydrique. Il y a un projet de 26 stations de dessalement qui sont programmées jusqu'à 2030 sur le Maroc pour justement subvenir à ce manque d'eau. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui travaillent dans ce domaine, il va y avoir des sujets. Là, la plus grosse station de dessalement d'Afrique sera positionnée d'ailleurs à Casablanca. Et l'appel d'offres a été lancé et on attend à la fin du semestre le résultat. Ensuite, il y a tout le volet Art de Vivre Santé. Donc, Art de Vivre Santé, un projet royal à préciser, le plan Santé 2025. Donc, c'est passé de 7 millions de bénéficiaires de la couverture universelle à 35 millions. Donc, à horizon 2025, il y a une première partie là déjà qui a été donnée. Des usines de vaccins qui sont aussi construites au Maroc, un projet en cours avec une société, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ce sont ces pays nordiques, c'est suédois ou norvégien peut-être, donc Art de Vivre, après il y a le volet hôtellerie, mais vraiment sur la santé, un gros focus mis et qui est suivi de près par Sa Majesté. Et le dernier point sur les filières, donc tech et services. Donc, le Maroc, alors les tensions aujourd'hui que vous pouvez vivre en France en termes, on va dire simplement de développeurs ou de codeurs, eh bien, on le vit aussi au Maroc puisque beaucoup de Marocains sont partis travailler en France. Aujourd'hui, il y a une volonté de les former, de les garder au Maroc. Pour donner une idée, l'offshoring, c'est le 3e produit d'export sur le Maroc et ça représente 110 000 emplois. Donc, on voit beaucoup d'entreprises venir pour pouvoir offshorer leurs services, que ce soit centre d'appel, mais l'offshoring, c'est aussi tous les sujets de code et de dev. Voilà, donc après, une slide un peu plus généraliste pour assurer sur la présence des consulats, le nombre de Français qui sont présents, inscrits en tout cas au registre des Français établis à l'étranger. Voilà, donc un pays qui est accueillant, un pays qui a une administration qui est calée, on va dire, un peu sur ce qui peut se faire en France. J'entends par là, les créations de sociétés sont très rapides, mais les formes aussi juridiques des sociétés sont à peu près équivalentes à celles françaises, des remontées de dividendes qui ne sont pas compliquées, pas de 51-49 comme on peut voir chez nos voisins de l'Est ou ailleurs. Donc, un pays où il fait bon investir et des leviers aussi fonciers ou financiers qui sont mis en place pour l'investissement. Voilà, on reste à votre écoute.
Un grand merci Jean-Charles pour cette présentation synthétique, claire et assez complète avec en plus, et très complète, et en plus avec à chaque fois les mails des personnes qui correspondent au secteur d'activité. Donc un grand merci Jean-Charles. Et donc je vais passer la parole à Laïla qui va nous faire un point sur l'écosystème startup du coup au Maroc. Oui, donc merci Jean-Charles pour cette présentation assez complète. Je viendrai juste peut-être compléter un petit peu en faisant un petit focus startup. Donc il faut savoir qu'au Maroc, nous avons plus de 25 structures d'accompagnement et que plus de 90% de l'activité va se concentrer sur l'axe Casaraba pour le moment, puisque il y a une réelle volonté de la part des acteurs de tendre vers les régions. Hop, on va peut-être passer à la slide suivante, s'il te plaît, Mila. Pour ce qui est de l'écosystème en général, voici quelques acteurs. Donc, en termes d'accompagnement, nous allons retrouver des incubateurs à l'instar de Blue Space, par exemple, qui est le programme d'incubation initié par Bank of Africa. Nous avons aussi le Technopark, qui est certes un pourvoyeur d'espaces de coworking ici au Maroc, mais pas que, puisqu'ils œuvrent aussi dans l'accompagnement, l'accès au financement, au réseau. Ils ont aussi des services de proximité dédiés pour les startups qui y sont logées, programmes d'accélération ou encore accès au marché via des salons et des foires. Nous avons également le cluster CFCIM, qui est le programme d'accompagnement de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, dont Jean-Charles est le directeur général et qui accompagne des start-upers sur une durée de 18 mois et qui sont en phase d'amorçage. Pour ce qui est des institutionnels, nous allons retrouver des acteurs comme l'ADD, qui a une mission de mise en œuvre de la stratégie gouvernementale en matière de développement du digital ici au Maroc et qui va notamment accompagner des projets dans le domaine, ou encore les CRI qui vont renseigner les entrepreneurs, les porteurs de projets sur les procédures administratives, sur des solutions de financement par exemple, ou encore sur des régimes fiscaux ou douaniers. Puis, vous avez des investisseurs comme on trouve un peu partout dans le monde. Je pense qu'on en parlera plus tard. On en parlera tout à l'heure avec Nora de BPI France. Merci beaucoup Laïla pour ce point sur l'écosystème local. Et donc, on va passer à la table ronde et aux questions-réponses. Donc, je vais me relancer sur voilà, histoire de vous avoir en grand. Hop. Alors, donc c'est parti. Alors, la première question, c'est pour Jean-Charles. Alors, tu as commencé un petit peu à en parler, mais tu nous disais qu'il y avait un accompagnement de Business France pour la création de filiales, notamment françaises. Alors, est-ce qu'il y a un niveau de maturité pour une entreprise française pour venir justement s'implanter au Maroc? En comparaison, je sais que pour aller en Australie ou à Hong Kong, il nous avait dit qu'il y avait vraiment un niveau de maturité à passer, des steps à passer sur le marché français avant d'aller. Est-ce que c'est la même chose pour venir au Maroc? Alors, j'ai envie de dire que l'idée, à un moment donné, tout dépend du niveau de maturité, mais nous, l'accompagnement que l'on peut avoir vis-à-vis des entreprises françaises qui veulent se développer sur le Maroc, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que de fausses bonnes idées. Donc, on les accueille. Il y a d'abord une écoute pendant 30 minutes à 1 heure avec les entreprises, savoir déjà si elles savent où elles veulent aller. Mais nous, il n'y a pas de niveau de maturité en soi. Après, ce sont des prestations qui, au sein de la Team France Export, peuvent être prises en charge par les régions ou différentes associations en France. Mais ça peut aller de la mission individuelle où je viens mettre un pied au Maroc, j'ai rendez-vous avec des personnes d'un secteur donné pour voir, sentir un peu le marché, le besoin. C'est aussi des tests sur l'offre. Donc, c'est des études, ce ne sont pas des études de marché, mais c'est sur un produit, avoir un retour écrit d'un échantillon un peu plus important d'entreprise sur le besoin et l'intérêt pour un produit donné. Et puis après, ce sont des études de marché qui vont être macro. Voilà, donc il n'y a pas de niveau de maturité. Ce qui est important, je pense, pour les exportateurs aujourd'hui en France, pour être un ancien du privé, c'est surtout d'avoir l'envie et puis le temps de le faire. Il faut savoir que l'export, ça coûte cher quand même à une entreprise. L'export, ça n'est pas gratuit. On a cette habitude en France de subventionner un peu tout. Mais nous, on l'a vu, il y avait le chèque relance export qui était en place. C'est très bien, mais on a une crainte peut-être que les exportateurs français soient moins nombreux à vouloir explorer le marché marocain. Mais j'ai envie de dire, ça filtre aussi. C'est de quoi les gens ont envie. Dans cette période, en ce moment, un peu
tendu, même très tendu en France sur le prix de l'énergie, sur l'inflation, il y a deux solutions, soit se replier sur soi-même et sur son marché, mettre en veille un peu son usine et ses activités, ou alors se développer. Le marché français peut absorber des choses, le marché européen, c'est facile, on a une monnaie commune, donc on ne sait pas ce que c'est un transitaire, par exemple, chose qu'on apprend au Maroc, c'est pas la même monnaie, les discussions avec les banques ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il est temps pour des entreprises, même si le niveau de maturité n'est pas 100%, la Chambre peut accompagner là-dessus, mais à se développer à l'étranger, puisque le marché, on ne le retrouvera pas qu'en Europe. Voilà. Très bien. Et les mises en relation avec les autres entrepreneurs des différents secteurs d'activité, ça vous pouvez faire mettre en place ce type de rencontre B2B? Tout à fait, réunion B2B, donc c'est ce qu'on appelle des missions individuelles, il y a des missions collectives, BPI en active plusieurs, 2 à 3 par an, en tout cas sur le Maroc. Il y a des régions aussi qui travaillent avec nous là-dessus, mais après, c'est vraiment de la mise en relation, ça peut être individuel. Donc, ça peut être une décision d'entreprise isolée de nous contacter, mais c'est aussi, ils peuvent aussi se rapprocher de BPI, voir s'il y a des missions prévues, de leur région politique, j'entends, pour voir s'il y a des choses qui sont prévues sur le Maroc avec la Chambre ou peut-être d'autres acteurs. Ok. Merci Jean-Charles. Merci beaucoup pour cette spécificité. Je passe à la question suivante et elle sera pour Nargis. Donc, il est vrai que pour lancer sa start-up, il est très important de bien s'entourer et donc de trouver de bons partenaires. Donc, est-ce que dans ton cas, Nargis, tu pourrais nous faire ton retour? Oui, bien sûr. Alors, quand on lance sa start-up, on va chercher 3 partenaires principaux. On va chercher d'abord des partenaires institutionnels, des partenaires financiers, des partenaires business. Alors, dans l'écosystème marocain, nous commençons à avoir des partenaires institutionnels assez riches. Je vais en citer quelques-uns. Donc, on a le réseau du Technoparc. Donc, Léla, tu en as parlé tout à l'heure, qui, qui est très actif pour promouvoir et accompagner toutes les startups, notamment du secteur du digital. On va retrouver le CRI ou l'AMDI. C'est les centres régionaux donc, d'investissement et d'export qui vont pouvoir accompagner également les investissements. On peut avoir aussi des organismes étatiques qui vont accompagner les start-upers selon les secteurs d'activité. Là, si je prends mon exemple, par exemple, j'opère dans l'énergie, on va avoir l'AME, l'Agence marocaine de l'énergie, qui va nous accompagner. Enfin, voilà, l'IRESEN, il existe quand même des partenaires institutionnels efficaces et comment dire, et qui vont faire le focus sur des secteurs d'activité qui sont les plus porteurs. Donc, sur ce volet-là, on n'a pas vraiment de problème. On va dire que le terreau en termes de partenaires institutionnels, il est assez fertile. En ce qui concerne les partenaires financiers, on va dire que l'écosystème, il est en cours d'éclosion, mais il est encore assez embryonnaire. Je parle pour la start-up, pas forcément pour la PME, mais pour les startups, on sent que l'écosystème, il se met à peine en place. On va voir quelques VC qui vont se positionner sur le créneau des startups, mais ils vont se positionner plutôt sur des stades donc d'amorçage ou d'accélération. Là où en Europe, on va trouver beaucoup plus de VC qui vont investir dans des stades très avancés comme le seed ou le pre-seed. En termes de financement aussi, on n'a pas vraiment de financement bancaire. C'est-à-dire qu'une start-up qui démarre avec ses fonds propres, elle aura beaucoup de mal à accéder à un financement ou à des lignes de crédit. Parce que voilà, aujourd'hui, l'écosystème n'est peut-être pas encore assez mature pour octroyer ces lignes de financement. Néanmoins, on sent qu'il y a une volonté gouvernementale quand même pour promouvoir ce créneau. On peut avoir accès quand même à des subventions qui font suite à des appels de projets. Donc, on va retrouver les subventions de type Innovidea, Start ou InnovStart qui vont permettre aux start-upers d'accéder jusqu'à 20 000 euros
de subventions suite à des appels à projets. C'est quand même un chiffre qui est intéressant parce qu'au niveau de la BPI, Nora, tu me corriges, je pense que la subvention, elle est de l'ordre de 30 000 euros. Donc, je trouve que voilà, il y a quand même une volonté gouvernementale pour accorder des subventions. Maintenant, le problème, il est plutôt dans les lenteurs décisionnelles et qui font que ça paralyse un petit peu le système. C'est-à-dire quand bien même on accède à ces subventions, on a un peu de mal à les avoir concrètement parce que voilà, c'est très lent, ça passe par des incubateurs, c'est des dossiers qui sont un peu complexes à monter. Mais voilà, je pense qu'il y a eu des programmes pilotes qui ont été faits justement sur ces subventions ces 2 dernières années. Et aujourd'hui, Tsamwilcom, qui est l'organisme étatique qui accorde ces subventions-là, est en train de revoir un petit peu la structuration des projets pour les fluidifier. Et enfin, en termes je finis juste sur les partenaires business, où de façon assez rapide, aujourd'hui, pour monter sa start-up au Maroc, la nécessité de construire un réseau business, c'est juste fondamental. Et en fait, au Maroc, il faut vraiment accéder aux décideurs. Alors, surtout quand on est tout seul, quand on n'est pas connu, c'est une nouvelle start-up. À la différence peut-être d'autres pays européens où voilà, disons l'approche commerciale va se faire de façon plus fluide. Au Maroc, pour qu'on vous fasse confiance, il faut vraiment que vous puissiez avoir accès aux décideurs. Donc, ça doit forcément passer par des introductions. Donc là, voilà, vraiment ne pas hésiter à se rapprocher d'organismes comme la CGEM, notamment la French Tech, tout ça. Donc, en conclusion, il y a de l'accès à l'information. Donc, pour trouver des partenaires, aujourd'hui, on peut déjà accéder aux informations et des plateformes, notamment la plateforme Intalir, qui va recenser vraiment tous les acteurs de l'écosystème. C'est un écosystème qui est en construction, en structuration. Maintenant, voilà, le bémol qu'on peut avoir en tant que ou la difficulté à laquelle on peut être confronté en tant que start-up, ça va être quelques lenteurs décisionnelles. Et puis, comme j'ai dit, pour le réseau commercial, il faut vraiment passer par des proxys pour avoir voilà, des introductions et accéder directement aux décideurs pour pouvoir décrocher ses premiers bons de commande. Merci beaucoup, Narcisse. Tu peux redonner le nom de la plateforme, Nargis? C'est la plateforme Intaliq qui a été lancée par la CGEM. Donc, la CGEM, c'est le groupement des plus grandes entreprises marocaines. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Donc, on voit que les mises en relation et que l'écosystème finalement se connecte assez bien, mais il y a quand même quelques petites difficultés, de toute façon, dans tous les écosystèmes, mais qui peuvent être levées, donc notamment par les mises en relation, introduction. Merci beaucoup. Alors, sur les aspects juridiques, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Énergie et Jean-Charles, vous en avez parlé. Est-ce que Jean-Charles, dans une dynamique de création, que ce soit de filiales ou d'implantation directe, de création directe, est-ce qu'il y a un gros délai à prévoir entre le moment où on commence les démarches administratives auprès de l'État, ou est-ce que ça peut être rapide ou long? Enfin, voilà. Quels sont les délais à prévoir pour lancer les délais cohérents, non, c'est très rapide. Je pense même qu'il est plus facile de créer une entreprise au Maroc qu'en France. Le Maroc stimule l'investissement. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait des délais qui soient cohérents. Nous, aujourd'hui, à la Chambre, on s'occupe de la création d'entreprises. Une fois que les documents ont été faits, les certificats négatifs et d'appellation, les dépôts se font, on va dire, jour ouvré, ça se fait le lundi. Je pense que la semaine d'après, une semaine et demie, vraiment, pour être bien, qu'il n'y ait pas de gros problèmes ou de compléments de dossier. En une semaine et demie, c'est réglé. Beaucoup de choses se font de façon digitale, les certificats négatifs, les dépôts de marques, etc. Voilà, les autorisations arrivent, il y a l'engagement, je crois, sous 48 heures. Alors maintenant, après, c'est avec l'OMPIC. Maintenant, les CRI, je sais qu'ils le font. Les CRI aussi donnent des réponses qui sont très, très rapides. Alors, pas tant dans la création, mais plutôt dans les démarches, dans les informations. Compter une semaine à une semaine et demie.
Voilà, c'est vraiment, c'est quand même assez rapide et c'est sans embûche. Ok. On peut avoir la confirmation peut-être des entrepreneurs. Kevin, est-ce que vous avez eu, Kevin Energis, vous avez du coup bien suivi ce process et ça a été rapide, il n'y a pas eu de soucis, de lenteur à ce niveau-là? Non, alors nous, on a créé la société Mubawab il y a il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Ça s'est fait très rapidement, très très simplement. À l'époque, on l'avait ouvert sur différents pays, mais en tout cas, le Maroc a été le pays où c'était le plus simple pour ouvrir. Même en étant français, à l'époque, je n'étais même pas résident. Donc, on a pu ouvrir une société sans être résident de manière très facile. Ce que disait Jean-Charles, c'est vrai, il y a plein, en plus, tout est simple. Enfin, moi, c'est en tout cas l'expérience que j'en ai tirée, tout est simple. On a enregistré la marque, ils nous ont même proposé d'enregistrer la marque non seulement pour le Maroc, mais pour d'autres pays. Donc, ça nous a permis de couvrir 2 pays d'Afrique du Nord euh, euh, sur l'enregistrement de la marque, c'est très rapide. Et au final, c'est un système de fiduciaire. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui englobent la partie, enfin, qui peuvent accompagner des entreprises, qui peuvent accompagner lors de la création d'entreprise la partie euh, gestion comptable préliminaire, raison sociale pour qu'il y ait un bureau le temps qu'on prenne un autre vrai bureau. Tout est très organisé. Il y a déjà 10 ans, c'était vraiment très simple. On avait été surpris par la simplicité qu'il y avait à ouvrir une société. Et de ce que je comprends aujourd'hui, c'est d'autant plus simple. Et il y a en plus, qui a fait il y a 10 ans, des structures d'accompagnement encore plus développées, encore plus fortes. Donc, dans ce qui est vraiment la démarche administrative d'ouvrir une société, c'est un no-brainer, c'est très simple et avec un bon accompagnement. Très bien, merci Kevin. Nargis, tu confirmes? Toi qui Oui, oui, es ça. complètement. Moi, enfin, entre le moment où j'ai soumissionné le dossier et le moment où j'ai reçu mon RC, il y avait moins de 2 mois. Moins de 2 mois, sachant que, comme a dit Kevin, effectivement, il y a beaucoup de fiduciaires, donc de cabinets d'expertise comptable qui gèrent vraiment tout le dossier. Et puis, les démarches se sont beaucoup digitalisées, notamment sur le site de l'OMPI qui est super bien fait. On peut avoir très rapidement, en 48 heures, notre certificat négatif. Donc oui, non, il n'y a vraiment aucune entrave administrative pour la création de l'entreprise. Et Très bien. aussi, on a parlé Et de pour création information, d'entreprise. Oui, pardon. non, pardon, non, je laisse terminer. Vas-y, vas-y. Non, je disais juste moi pour information, parce que là, on vient de renouveler, ça fait 10 ans en fait, qu'on avait créé avec l'Olympique, la marque, c'est pour 10 ans. Là, c'est même eux qui nous contactent pour voir la rénovation, etc. On a tout fait en ligne. Donc, on a renouvelé pour 10 ans au Maroc, d'une simplicité euh, pas toujours avec les attentes qu'on peut avoir quand on regarde les autres lenteurs parfois administratives. En tout cas, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Et la partie administrative de gestion et de société, ça marche très bien. Comme disait Jean-Charles, c'est un pays qui souhaite recevoir des investissements et donc cette partie-là est facilitée. Très bien. Mais ça, c'est vraiment un point à soulever parce que moi qui ai fait du coup le webinaire avec Berlin, je peux vous dire que du coup en Allemagne, c'était un petit peu plus compliqué alors qu'on est Europe. Hein. Donc vraiment bravo on va en reparler tout à l'heure avec Moïse Sanduit, mais en tout cas bravo pour cette facilité au niveau administratif. Alors, on va rester dans l'administrative, mais pas pour la création, mais plutôt en termes de gestion administrative. Pour vous, start-up et entrepreneurs, tous les deux, vous nous l'avez souligné dans le cadre de la préparation de ce webinaire, il y a quelque chose quand même à prendre en compte pour ceux qui arrivent sur le marché marocain, ce sont des délais de paiement plutôt au niveau des clients, hein, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que, notamment, voilà, on va commencer avec Nargis. Tu nous parlais d'un besoin d'avoir un BFR important au début et de faire des avances de frais, ce que tu n'avais pas forcément prévu, mais que du coup, il y a un délai important qui est vraiment à anticiper. Tu peux Mhm. confirmer? Oui, 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 tout à fait. Donc, je vais citer une analyse de l'ERMS qui dit que ben, voilà, le délai moyen aujourd'hui de recouvrement au Maroc, il est d'environ 120 jours. Et c'est ce qu'on constate sur le terrain. Donc, c'est juste une donnée à prendre en considération au début.
dans la construction de son business plan ou business model. Ça va être d'autant plus impactant forcément les start-upers qui commencent avec peu ou très peu de fonds de roulement et qui ont forcément, pour les premières installations, auront besoin d'un BFR pour démarrer. Maintenant, il y a quand même, disons, des efforts gouvernementaux là, très récents qui sont en train d'être faits. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience au niveau du gouvernement de la difficulté surtout des PME sur ces délais de recouvrement. Et je sais qu'il y a des projets de loi pour justement être un peu plus, pour pousser un peu les clients à payer dans les temps. Donc voilà, je sais que c'est des projets de loi qui sont en cours, qui sont en train d'être votés. On espère que ça permettra de fluidifier un petit peu les choses rapidement. Mais en tout cas, oui, il suffit juste de le prendre en considération. Et en complément, on n'a pas des problèmes à se faire payer. C'est-à-dire qu'on va se faire payer. C'est juste ce délai-là qui à prendre en compte. Considération, très bien. Toi, en plus, tu es en B2B et Kevin, tu es en B2C et tu as eu, Kevin, le même retour en nous disant il faut absolument sécuriser le paiement parce que du coup, ça peut poser problème à un certain niveau. Kevin? Oui, alors nous, on est en B2C, mais ce qui est B2C, c'est paiement en ligne. Donc, on a zéro problème de recouvrement. Ah, très bien. La problématique de recouvrement, elle est sur le B2B. Et au final, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Narges quand elle dit on va être payé, mais plus tard. Donc oui, nous, ça c'est le cas avec des structures importantes dans l'immobilier, promoteurs, etc. Donc il y a un délai de paiement qui est long. Mais je pense qu'il y a aussi un point qui est très important, c'est de pouvoir bien sécuriser son paiement. Nous, au départ, lorsqu'on a commencé, en bonne start-up, on n'a peut-être pas suffisamment été entouré de personnes qui nous ont expliqué de comment sécuriser son paiement. Aujourd'hui, on a une machine qui est bien plus rodée, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, il faut qu'il y ait un contrat ou un bon de commande qui est émis par le client. Ça, c'est une preuve, au final, de la volonté de prendre cette prestation. Et là, je parle pour les services. Hein. Nous, on s'est vraiment fait sur la partie service, pas produit, qui est un autre que je ne connais pas, mais sur la partie des services, c'est important. Il faut ensuite qu'il y ait une facture qui soit émise et qui soit aussi cachetée par le client. Ça veut dire qu'il a émis un souhait d'avoir un service et il reconnaît avoir reçu une facture pour ce service. Et après, il faut aussi avoir le bon de livraison. Et si on veut garantir au final d'avoir le paiement, ça veut dire que si jamais ça va en contentieux, si on n'a pas l'ensemble de ces éléments, et un bon de livraison cacheté par le client, ça veut dire qu'il dit je souhaite un service, je reconnais avoir reçu une facture et je reconnais avoir été livré pour ce service. Si on a ces éléments-là signés et cachetés par le client, on a une garantie de paiement qui peut passer par le contentieux, mais qui est une certaine garantie. S'il y a des éléments s'il y a certains de ces éléments qui ne sont pas là, c'est-à-dire que si on ne fait pas les choses vraiment dans la règle de l'art, il peut y avoir des problématiques de paiement parce que X, Y. Et nous, quelque part, je crois on faisait partie des premiers, on n'est pas les seuls, mais on faisait partie des premiers à donner des services en plus sur Internet. C'est difficile aussi de démontrer la livraison d'un service. Au final, j'ai des annonces pendant un mois ou pendant un an, j'utilise des options, c'est difficile de pouvoir le démontrer. Mais non, en tout cas, on s'est préparé à ça pour justement face aux défauts de paiement où certaines entreprises connaissent bien ce système et en profitent au final pour avoir des biais pour éviter le paiement. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on l'a appris à nos dépens. On aurait beaucoup aimé être entouré à ce moment-là. Nous, on y allait un peu en tête brûlée. On ne s'est jamais rapproché de la MDIE, ni de la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc, ni de BPI France. Enfin, on y a été peut-être pas par arrogance, mais par méconnaissance et au final par du quotidien, etc. Et on n'a pas forcément non plus écouté était bien entouré non plus par les fiduciaires qui nous accompagnaient. Donc, on l'a appris avec le temps. Mais je pense que ça, c'est des choses qui, en tout cas, nous auraient fait gagner beaucoup de temps de le prendre au sérieux. Ça veut dire que
quand les choses sont bien faites, oui, il y a un paiement qui arrive plus tard, je suis d'accord avec Nargis, spécialement quand on est avec des grandes entités. Maintenant, il faut faire les choses très bien pour être sûr d'être, au final, d'avoir une garantie de paiement. Donc, c'est un vrai sujet à aborder. Non, Si je peux Merci juste beaucoup, rajouter, Kevin. Oui, pardon, si je peux juste rajouter un point, pour ceux qui vont exporter par exemple des produits physiques, il y a tous les virements irrévocables et lettres de crédit classiques qu'on peut retrouver à l'export. Par contre, vous verrez au Maroc, il y a des moyens de paiement qui vont être les effets bancaires quand on travaille en B2B, c'est-à-dire que c'est des garanties, le chèque de caution étant interdit, il y a des effets de banque, des lettres de change, si vous préférez, qui existent et elles sont avalisées par la banque, etc. Donc, il y a aussi, il existe au Maroc sur certains marchés la délégation de créances. Voilà, donc c'est quand même c'est sécurisé. Par contre, c'est vrai qu'il faut être des fois un peu patient pour recevoir le paiement et il existe des moyens de verrou. Bah, il existe des verrous, en tout cas, moyens de verrouiller. Voilà. Oui, puis, très bien, merci. Merci Jean-Charles pour ça. Oui. les COFAS et les RMS permettent aussi des assurances qui permettent aussi ces paiements, etc. Donc, on peut s'assurer pour ça. Mais en tout cas, ça, moi, je parlais juste des produits, des services lorsqu'on est in-house, localement, pardon, à dealer avec des entreprises locales. Ben, un grand merci parce que là, Kevin, du coup, toi, tu disais que tu n'avais pas eu ce type de conseil ou pas forcément au bon moment. Mais là, du coup, tu l'as donné à tous les intervenants et tous les participants. Donc, un grand merci à savoir et à noter. Donc voilà, les participants pourront savoir qu'il y a des structures vers lesquelles se tourner, notamment pour tout ce qui est structuration de l'entreprise. On va passer à une autre question qui est tout aussi importante, c'est celle des équipes, puisqu'on sait que la réussite d'une entreprise ou d'une start-up repose bien évidemment sur son staff, sur ses ressources humaines. Donc, je vais commencer peut-être avec une question destinée à Kevin. Est-ce que tu peux partager avec nous les étapes par lesquelles tu es passé en termes de recrutement de tes équipes? Est-ce que les formations sont adaptées aux besoins que tu présentais? Alors, nous, là-dessus, c'est un peu spécial parce qu'on est arrivé il y a 10 ans pour monter un site d'annonce immobilière. À l'époque, il y avait très peu de business qui se faisait, de start-up en tout cas online au Maroc. Donc, de facto, on n'a pas trouvé de personnes qui avaient une expérience similaire. On a dû en former. Je pense qu'il y a des points de vigilance là aussi sur ce qui est recrutement et montée des équipes. Nous, en plus, on est passé en quasiment 180 personnes. Aujourd'hui, on a réduit, on a à peu près une centaine de personnes. C'est principalement de l'optimisation. Et au final, de rendre, on était le hub pour les autres pays. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont en Tunisie, par exemple. Et je reviendrai là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un atout très, très fort au Maroc qui est, on va dire, sa jeunesse et l'esprit entrepreneurial. Au Maroc, les citoyens marocains sont très entrepreneurs dans l'âme. Et ça se voit au quotidien partout. Et donc, il y a une vraie volonté aussi d'apprendre et d'être emmené dans une aventure. Ça, c'est quelque chose, c'est un point pour moi essentiel qui nous a permis notamment de pouvoir arriver là où on en est, en tout cas chez Nubawa. Par contre, il y a une problématique qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que au final, au Maroc, et c'est pas vrai, j'ai caricaturé, mais en tout cas, je pense que c'est un point de réflexion. Il y a soit des grandes entreprises très structurées, les banques sont des super profils et c'est vraiment très processé, très structuré dans les banques, comme ça peut être en France, ou alors des grandes entreprises comme peuvent l'être l'OCP, qui est l'Office chérifien du phosphate, donc qui fait une large partie du PIB au Maroc, ou alors des grands call centers. Donc là, ça va être des grandes sociétés très processées, très structurées. Donc là, on va pouvoir aussi sourcer certains types de profils. Le reste, c'est quand même, le reste se repose généralement sur des structures familiales ou sur des structures, des petites structures, où là, justement, le travail ne va pas être forcément structuré. C'est-à-dire que la formation, on ne va pas avoir des personnes structurées qui vont venir. On va avoir des talents, mais qui n'ont pas forcément la rigueur, qui n'ont pas forcément le travail en équipe très clair, qui n'ont pas forcément le reporting, les KPI, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles il va falloir former les gens et accompagner. Nous, aujourd'hui, les meilleurs éléments qu'on a au sein de Boombawa sont des personnes qui sont venues avec nous il y a entre 10 et entre, on va dire,
7 et 10 ans, et qui sont toujours avec nous, à qui on a transmis au final, voilà, chose simple de tenir une PNL, tenir des objectifs, faire des reportings, et puis comprendre pourquoi est-ce qu'on n'y est pas arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Par contre, c'est des choses qu'on a dû apprendre. Soit on peut avoir des personnes très structurées, mais ça coûte cher. Et généralement, quand on fait partie des très grandes sociétés marocaines, c'est comme en France au final, on a un bon poste dans une super boîte, pourquoi est-ce qu'on va aller dans une start-up qui aujourd'hui a fait à peine de l'argent? C'est compliqué, il faut vraiment vendre un rêve. Soit on prend des personnes de formation, il y a des très bonnes écoles, très bonnes écoles au Maroc, mais on va dire qu'il ne va pas y avoir un apprentissage professionnel comme on peut connaître par exemple en France, où il y a, même les PME sont un peu plus structurées, de l'expérience que j'en ai eu en tout cas. Et donc, il va falloir investir sur la formation des personnes. Mais ce qui est très bien, par contre, là, en comparaison encore avec la France, c'est qu'il y a un esprit d'apprentissage, de développement qui, pour moi, est beaucoup plus marqué, beaucoup plus fort. Donc, on va manquer de rigueur et peut-être un peu de rigueur, mais par contre, on va compenser largement avec une ambition et une volonté. Et ça, je pense que c'est un point fort si on sait l'attaquer depuis le départ et d'avoir des attentes proportionnelles par rapport aux personnes qui viennent nous rejoindre. Et si on forme ces personnes, nous aujourd'hui, on a très clairement, même les personnes qui nous rejoignent après, ou de l'étranger, ou de grandes structures, on est encore plus à l'aise avec les personnes qu'on a formées depuis le départ. Merci Kevin pour cette précision. Et justement, on sait qu'un salarié, ça a un coût. Est-ce que tu aurais peut-être quelques petites précisions supplémentaires sur ce qui est salaire pour avoir un comparatif? Il y a une des pilules que j'ai du mal à avaler ici. Alors, ce n'est pas une pilule d'ailleurs, c'est une boule de billard. Ce n'est pas facile, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. J'en ai avalé quelques-unes, mais moi, une de celles qui a été le plus dur à avaler, c'est l'inéquité entre les salaires. Nous, aujourd'hui, à titre d'exemple, au sein de Moubawab, on est une centaine de personnes. La différence entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, en brut, il a un peu plus de 30x. Vous avez le calcul avant. Ça veut dire qu'en France, par exemple, quelqu'un qui va toucher en brut, je ne sais pas moi, 2000 euros par exemple, ça voudrait dire que dans une entreprise de moins de 100 personnes, ça veut dire qu'en face, on a plus de 60 000 euros par mois. Ça n'existe pas. Et ça, au départ, de donner des salaires à des cadres supérieurs. Donc, ça veut dire qu'il y a on va dire les employés et les cadres juniors, c'est des salaires plus intéressants qu'en France. Par contre, les cadres supérieurs et les postes de direction, là, il va falloir mettre plus d'argent. Ça, au départ, c'est pas intuitif, c'est pas du tout intuitif. Mais une fois qu'on connaît un peu mieux le Maroc, ça s'explique. C'est pas parce que les gars sont bons, ils sont peu, et donc c'est l'offre et la demande. C'est qu'au final, il y a beaucoup de services aujourd'hui au Maroc qui sont payés par les personnes. Je pense notamment à l'école privée, enfin l'école, l'éducation nationale au Maroc fait un peu défaut. Et donc, c'est l'école privée. Les écoles privées, généralement, c'est des missions étrangères. Il y a quelques écoles marocaines aussi privées qui ont un très bon niveau, mais ça coûte très cher. Très, très cher par enfant. Et ça, généralement, les élites, quelque part, le cadre supérieur et les directeurs ont besoin de ça. La santé, c'est un petit peu pareil. Il y a une bonne couverture santé, mais dès qu'on veut spécialiser, on n'a pas la même base élargie qu'en France, par exemple. Donc ça aussi, ça se paye. Et donc, il y a différents services qui finissent par devoir se payer, et ce qui fait qu'il y a une justification. Ce n'est pas juste de l'argent pur dans la poche et tant mieux. Si on compare après ces mêmes salaires par rapport aux services fournis par l'État, on est à ce moment-là sur des métriques qui sont plus raisonnables. Mais ça, faut les payer. Merci beaucoup, Kevin, pour cette précision. On va passer à un autre point. Mila prendra le relais. Oui, tout à fait. Merci, Kevin, parce que c'est vrai que ça, c'est un point aussi très, très important, donc le salaire. Il faut le prendre en compte. Et du coup, c'est gagné pour les autres, pour le savoir à l'avance. Alors, je pense que oui, il doit trépigner parce que du coup, il y a plein de sujets qui ont été abordés et ça va être intéressant d'avoir l'avis de l'NDIE. Alors, quel est justement l'accompagnement qui est fait par l'NDIE sur tous les sujets dont on vient de parler, et notamment avec Nergis sur l'écosystème, l'aide au démarrage? Est-ce que la NDIE accompagne aussi par des services?
Louise, je vous laisse la parole. Oui, merci Nila. Alors, je vais profiter de l'occasion pour dire déjà quelques mots sur l'AMDIE. Alors, l'AMDIE, ou l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, est une agence de nouvelle génération qui est porteuse des ambitions économiques du Royaume. C'est une entité publique sous la tutelle de notre ministère, qui est le ministère de l'Investissement et de la Convergence des politiques publiques, et qui a pour mission, en fait, de mettre en œuvre la stratégie de l'État en termes d'investissement et d'export. Alors, pour ce qui est de l'investissement, nous intervenons essentiellement sur deux volets. Le premier étant la promotion du Maroc comme terre et plateforme d'investissement. À cet effet, nous participons à plusieurs rencontres aux événements économiques où nous avons l'occasion de présenter le climat des affaires au Maroc et les initiatives entreprises pour une amélioration continue, ainsi que les potentialités de pays en termes d'infrastructures, par exemple, ou la compétitivité des facteurs de production. Nous intervenons également dans l'accompagnement des investisseurs à la réalisation de leurs projets d'investissement. Donc ça, c'est un accompagnement plutôt individuel. Et on se positionne à cet effet comme un partenaire pouvant faciliter toutes les informations pertinentes et connecter l'investisseur aux différents services de l'État. On est conscient que des fois, c'est difficile pour l'investisseur, quand il réalise une entrée dans un territoire ou dans un pays, d'avoir les informations fiable. Et donc, nous, en tant qu'agence, nous souhaitons nous positionner comme ce partenaire qui peut accompagner de bout en bout l'investisseur dans la réalisation de son projet. Et puis, en le connectant aussi avec les différentes parties concernées, ça pourrait être des administrations et voilà, toutes les parties concernées par ce projet-là. Je veux aussi souligner que nous travaillons en étroite collaboration avec les structures régionales. Donc, au Maroc, on dispose de 12 régions et dans chaque région, il y a des structures d'investissement qui sont dédiées, que sont les CRI ou les centres régionaux d'investissement. Alors, une fois l'investisseur en travaillant avec l'investisseur pour déterminer la zone la plus ou la région la plus adéquate pour son investissement. Une fois cette région ou cette ville elle est identifiée, nous mettons l'investisseur en contact avec ces centres régionaux d'investissement qui, à leur tour, donnent le support et l'appui nécessaire à l'investisseur pour la création de l'entreprise déjà. Donc, c'est un appui à la création de l'entreprise et à la recherche de fonciers et de locaux, mais aussi l'obtention d'autorisation et de certification si nécessaire. Donc, c'est là où se matérialise en quelque sorte l'appui que nous donnons aux investisseurs. Ok, très bien. Et du coup, vous me disiez, donc, quand on avait préparé le webinaire, qu'il y avait une nouvelle charte d'investissement qui allait être mise en place. Elle a été votée et du coup, il y a les décrets, je pense, qui arrivent. Est-ce que vous pouvez nous donner l'esprit général de cette charte d'investissement? Oui, effectivement. Alors, justement, l'actualité économique au Maroc se démarque justement par l'adoption récente de cette nouvelle charte de l'investissement par les deux chambres du Parlement marocain. C'est une réforme, en fait, qui promet de révolutionner la politique de l'État en matière de développement et de promotion des investissements et concerne aussi bien des dispositifs de soutien à l'investissement que des mesures tendant à renforcer l'attractivité du royaume. Alors, en matière de dispositifs de soutien à l'investissement, cette nouvelle charte comporte un dispositif principal et des dispositifs spécifiques. Le dispositif principal vise à soutenir les projets d'investissement répondant à des critères définis, à réduire les disparités entre les provinces et les préfectures du royaume en matière d'attraction des investissements et à développer l'investissement dans les secteurs d'activité dits prioritaires. S'agissant maintenant des dispositifs spécifiques, ils tendent à soutenir les projets d'investissement à caractère stratégique, les très petites et moyennes entreprises et le développement des entreprises marocaines à l'international. Et ça, c'est un axe qui vient d'être introduit pour la première fois au Maroc dans la charte de l'investissement. Alors, je vous donne les détails de ces dispositifs. Donc, je vous rappelle, on a parlé de dispositif principal et de dispositif spécifique. Alors, pour ce qui est du dispositif principal, ça comprend 3 primes. Une prime commune à l'investissement, accordée aux projets d'investissement en fonction des critères définis par voie réglementaire. Ces primes sont accordées aux projets d'investissement dont le montant total ou le nombre d'emplois stables à créer sont supérieurs ou égaux à des seuils fixés par voie réglementaire. Alors, nous attendons toujours la publication des décrets d'application de cette loi qui fixeront ces seuils
ces seuils, mais je peux d'ores et déjà vous dire que les seuils exigés sont un montant d'investissement qui est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams, soit 5 millions d'euros, ou la création de 150 emplois. Donc, c'est là les deux seuils d'éligibilité pour avoir accès à ces primes communes. Il y a aussi une prime additionnelle à l'investissement qui est dite prime territoriale, qui est accordée aux projets d'investissement réalisés dans les provinces ou les préfectures dont la liste sera fixée aussi par voie réglementaire. Et là encore, on parle d'investissement en dehors de l'axe qui est le plus développé au Maroc et qui est en fait l'axe Tanger-Casablanca. Une troisième prime s'additionne aussi, qui est dite une prime sectorielle, qui est accordée aux projets d'investissement réalisés dans les secteurs d'activité prioritaires et dont, encore une fois, la liste sera fixée par voie réglementaire. Donc, vous voyez, en fait, il y a cette nouvelle charte qui vient d'être adoptée par le Parlement marocain, mais nous sommes toujours en attente des décrets d'application qui vont fixer, en fait, les différentes, les seuils d'éligibilité et les différentes aux autres exigences. Ok. Et les secteurs d'activité prioritaires, vous pouvez les nommer du coup parce que alors, ça aussi, ça devrait être fixé par voie réglementaire, mais en fait, les secteurs, on va dire, qui sont prioritaires au Maroc sont ceux, par exemple, on peut parler de l'automobile, de l'aéronautique, du digital, du textile, de l'agribusiness. En fait, ce sont ces secteurs où le Maroc a de très, très fortes positions et où il y a encore du potentiel pour les développer. Mais tout cela sera formalisé par la suite par des décrets d'application. Donc, il y a aussi des dispositifs spécifiques qui sont destinés aux projets d'investissement, cette fois à caractère stratégique, et aux très petites entreprises et au développement des entreprises marocaines à l'international. Maintenant, les investissements qui sont qualifiés de stratégiques doivent remplir quelques critères fixés encore une fois par voie réglementaire. Par exemple, je peux vous donner l'exemple des projets relevant de l'industrie de la défense qui sont considérés d'office comme des projets ayant un caractère stratégique. On peut parler aussi, là aussi, de projets d'énergie, surtout ceux qui se réfèrent aux énergies renouvelables. Donc, ce sont là quelques secteurs où le Maroc que le Maroc considère prioritaire et où le Maroc veut assurer sa souveraineté en fait. On peut parler aussi de projets de santé, de pharmaceutique. Donc, ce sont ce type de projet ou secteur qu'on qualifie de stratégique. Donc voilà, pour ces secteurs, ces projets stratégiques, la différence est qu'ils peuvent en fait bénéficier d'avantages spécifiques qui sont négociés. Et là, on part sur des négociations avec l'investisseur et on parle de mesures spécifiques selon les besoins spécifiques de l'investisseur. Donc, c'est une négociation qui est menée avec l'investisseur qui porte ce projet stratégique. Donc, en fait, c'est là un petit peu l'esprit de cette nouvelle charte. Mais comme je vous ai dit, dans quelques semaines, on aura plus de détails par rapport au seuil d'éligibilité, aux différentes exigences. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une réelle volonté ici au Maroc de développer des secteurs. Donc, merci pour ce partage de dispositifs de financement. On se rend bien compte que la MDU est un acteur tout aussi important que la CFCIM. Mais nous avons aussi BPI France qui est représenté aujourd'hui par Nora, à qui je vais donner la parole. Donc, Nora, si tu veux bien partager avec nous les différents dispositifs d'aide au financement qui sont proposés par votre organisme. Donc, je te donne la parole. En tout cas, merci Laïla et Nila pour l'organisation de ce webinaire. Donc, en effet, BPI France, donc on est la banque des entrepreneurs. On intervient tant sur le soutien des entreprises en France que dans leur stratégie internationale. Donc, on appuie les entreprises sur le volet accompagnement, notamment avec tous les membres de la Team France Export, que sont les chambres du commerce, dont la CFCIM et Business France. Et nous aussi accompagnons les entreprises sur leur volet financier. Donc, en tant que banque, voilà, nous avons aussi une action de faire des prêts, des crédits pour appuyer aussi les investissements de ces entreprises-là. Nous avons aussi un volet assurantiel. Kevin, vous mentionnez la COFAS. BPI France a repris les activités de la COFAS publique depuis sa création.
et ce qui nous permet justement de pouvoir appuyer sur des sujets notamment de risque de non-paiement ou de non-aboutissement de contrats commerciaux. Je reviendrai plus en détail sur ces sujets-là. Et enfin, en tant que banque publique d'investissement, nous avons aussi tout un volet d'investissement, comme il est intégré dans le nom de la banque, tant sur le volet de prise de participation directe en France, mais aussi de prise de participation indirecte auprès de fonds partenaires dans le monde et notamment en Afrique. Donc BPI France, pour les entreprises qui sont implantées en France, vous avez la possibilité de vous adresser à plusieurs conseillers qui sont présents dans près de 50 bureaux en région et qui sont aussi présents dans une dizaine de bureaux à l'international. Donc, le bureau de Casablanca est le dernier à avoir ouvert ses portes. Nous sommes arrivés il y a près d'1 an ici au Maroc. On a implanté donc à Casablanca. Donc, je suis actuellement en direct de Casablanca. Je travaille aux côtés de Maël Mbaye, qui est le directeur Afrique du Nord de BPI France. Et donc, les bureaux internationaux ont vocation d'être aussi une sorte d'interface entre notre réseau France et nos partenaires ici en région. Donc, le bureau Afrique du Nord couvre 5 pays, de la Libye jusqu'à la Mauritanie, et nous sommes intégrés à l'ensemble des bureaux africains de BPI France. Alors, pour reprendre un petit peu plus en détail nos dispositifs d'accompagnement, tant d'un point de vue prospectif, assurantiel ou bien de financement. Donc, c'est juste la slide d'après Lila ou Leïla. Donc, en effet, avec nos partenaires, dont la CFCIM au Maroc, nous organisons des missions de prospection qui permettent aux entreprises de pouvoir tester leurs produits, leurs services sur un marché qui peuvent être nouveaux pour eux ou alors qui est déjà connu mais qui est favorable à un approfondissement. Pour illustrer cette démarche, nous avons organisé avec la CFCIM 2 missions l'année dernière. Une première sur les ENR et l'industrie 4.0 et une seconde sur la Tech in Fab. Comment est-ce que la technologie peut justement s'intégrer dans l'industrie? Donc, il y avait une volée French Tech et French Fab, donc les 2 coques un petit peu liées à l'industrie et aux startups en France. Donc, ces missions ont été vraiment importante pour justement montrer les potentiels marchés sur place et le rôle de la CFCIM était justement d'organiser des rendez-vous B2B entre ces entreprises-là qui avaient des questionnements et qui étaient en quête de découverte, de pouvoir justement tester le potentiel de leurs produits sur place. Donc, alors c'est juste la slide d'après, voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'est vraiment pour le volet prospectif. Et c'est un volet qu'on appuie aussi avec l'assurance prospection qui permet en fait aux entreprises enregistrées en France de bénéficier d'une avance de trésorerie remboursable en cas de succès à l'export. Donc, Nargis, vous mentionnez un petit peu la subvention que BPI France pouvait apporter à ce type de structure. Alors, pour ce produit-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous fait une avance à partir de votre budget de prospection que vous allez préétablir avec un chargé d'affaires international en France, qui sera dans votre région. Et vous allez ensuite, à partir de ce plan-là, mettre en place ces premières démarches de prospection pendant 2 à 3 ans. Ensuite, vous avez une période de 2 ans de franchise, c'est-à-dire que BPI France ne vous demande pas de remboursement. On laisse le temps à vos actions, la prospection, de germer et de générer un potentiel chiffre d'affaires à l'export. À l'issue de ces 5 années, nous faisons le bilan, nous voyons si le chiffre d'affaires à l'export a été atteint. En fonction, une partie sera soit totalement remboursée, ou alors une partie sera transformée en subvention. Donc, le but étant vraiment de vous encourager à découvrir de nouveaux marchés, notamment le Maroc, de vous encourager à investir au Maroc, de découvrir ce marché-là, et en fonction du résultat qui sera effectué au bout de ces 5 années, de voir comment est-ce que BPI peut soulager votre trésorerie. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est une partie qui peut être transformée en subvention. Donc, on souhaite que la totalité soit un succès et que vous n'ayez même pas besoin de cette subvention parce que votre activité a été un succès au Maroc. Mais comme vous pouvez le mentionner, Nargis aussi, nous avons une autre subvention qui est le plus dédiée à l'innovation, à la start-up en France, qui est dédiée à la French Tech, donc qui est la bourse French Tech. Donc, elle est plutôt intéressante pour la création de start-up en France, vraiment pour le volet appui à la R&D, appui aux différents POC. Donc, c'est vraiment sur ce volet-là que la bourse French Tech va intervenir et non pas sur le volet international. Mais l'assurance prospection peut être intéressante pour les entreprises French Tech, les startups, à partir du moment où elles ont 1 an d'ancienneté. Voilà, c'est une des conditions. Et nous pouvons financer aussi des prospections à un budget minimal de 30 000 €. Donc, voilà un petit peu pour les conditions sur ces produits-là. Ensuite, nous pouvons aussi apporter des solutions de financement
aux entreprises enregistrées en France qui souhaitent investir au Maroc. Donc, le prêt croissance international va lui permettre un financement, un crédit à partir de 30 000 euros et qui peut aller jusqu'à 5 millions d'euros pour financer toutes les créations de filiales, achats d'entreprises au Maroc ou bien extension d'une filiale déjà existante. Donc, cet outil est vraiment intéressant pour votre investissement matériel ou immatériel et notamment aussi pour votre besoin en fonds de roulement. On a pu mentionner précédemment, justement, si la filiale a besoin d'un besoin en fonds de roulement parce que ses avances de son client ne sont pas assez élevées et qu'elle a besoin de cette trésorerie pour lancer ses premières commandes, BPI France peut intervenir auprès de la maison mère qui elle-même va ensuite pouvoir restructurer ses fonds à sa filiale. Donc, c'est vraiment un outil qui est intéressant, qui permet de débloquer des fonds auprès de BPI France en France, mais qui permet ensuite de les injecter, les investir au Maroc. Donc, sur ce volet-là, il y a le point 5, je le lis avec la sécurisation des activités, qui permet de garantir justement tous les apports en fonds propres qui sont émis de la maison mère jusqu'à sa filiale. Donc, BPI France, nous pouvons assurer jusqu'à 50% de ces fonds propres à hauteur d'1,5 million d'euros, c'est-à-dire qu'en cas de fermeture de la filiale pour des raisons économiques ou autres, BPI France pourra vous rembourser jusqu'à 50% de ces fonds propres qui auront été émis et assurés. Donc voilà un petit peu pour le combo implantation, ancrage au Maroc et surtout encouragement de l'investissement de nos fleurons français pour justement investir au Maroc. Nous avons aussi un autre outil de financement qui est le crédit export. Donc, cette solution, elle va venir financer les courants commerciaux, les contrats commerciaux. Donc, ça va être vraiment plus dans une logique de trade. Et donc, nous avons deux dispositifs. Le premier qui est le rachat de crédit fournisseur qui démarre à partir d'1 million d'euros. Si votre entreprise enregistrée en France a identifié un client marocain qui a besoin de financer son contrat commercial-là, elle pourra bénéficier d'un financement de BPI France. La particularité du rachat de crédit fournisseur, qui commence à 1 million d'euros, c'est que l'entreprise, le fournisseur français, va devoir faire dans un premier temps l'avance de créance. Et à partir du moment où la commande sera livrée à son client, BPI France rachètera cette créance-là. Et le client marocain devra être donc devra rembourser BPI France en direct. Nous avons l'autre solution qui est le crédit acheteur, qui lui commence à un montant plus élevé de 5 millions d'euros, mais qui permet à BPI France de directement octroyer son crédit à l'acheteur marocain. Donc voilà, ce sont deux outils qui sont intéressants aussi pour les différents courants d'affaires entre la France et le Maroc. Et lié aussi à ce crédit-là, nous avons l'assurance crédit, donc le point 6, qui est donc toute notre activité d'assurance et l'ancienne activité de la coface publique, qui permet justement d'assurer les contrats commerciaux contre les risques de non-paiement ou d'interruption des contrats jusqu'à 95%. Donc ça, ce sont vraiment des outils qui sont intéressants, qui permettent de sécuriser vos actions au Maroc et surtout de vous encourager à prospecter, à vous implanter et à investir au Maroc, car comme nos partenaires l'ont présenté, le climat des affaires est vraiment favorable et le fait de le coupler aux différents outils de BPI France permet de sécuriser vos fonds en France et de vous accompagner vraiment dans votre ancrage au Maroc. Et pour répondre aussi aux différents enjeux et défis des besoins en fonds de roulement, nous avons un dernier outil qui est lié à l'assurance, qui est la garantie des cautions et des préfinancements. Donc cette fois-ci, BPI France n'intervient pas en tant qu'assureur direct, mais en fait, nous intervenons auprès de votre banque commerciale en France, qui pourra vous émettre un préfinancement. Si, imaginons, la compte de votre client n'est pas suffisamment élevée pour lancer votre commande, mais que vous avez besoin d'un préfinancement, vous allez faire cette demande-là auprès de votre banque commerciale en France et BPI France pourra garantir cette demande de préfinancement. Donc, on va garantir votre banque commerciale. Et de même, si vous avez besoin d'une émission de caution, BPI France va intervenir en tant que garant pour que votre banque commerciale puisse émettre cette caution. Donc voilà un petit peu toute la palette d'outils de BPI France qui permet justement de sécuriser votre action et de financer votre action aussi au Maroc. Donc bien sûr, nous avons un historique important au Maroc, même si nous sommes arrivés depuis 1 an. Nous avons une équipe d'expertise qui vient en appui et en partenariat avec nos différents partenaires au Maroc, dont Tamoulcom, CDG et plein d'autres acteurs. Et nous sommes aussi partenaires d'Atijari Wafa Bank. Et nous intervenons ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons cofinancer des projets,
comment est-ce que nous pouvons aussi appuyer le volet investissement du Maroc. Et c'est justement toute la part importante de l'activité fonds de fonds de BPI France, comme mentionné auparavant. Nous intervenons indirectement auprès des entreprises marocaines par des prises de participation indirectes. C'est-à-dire que nous avons sponsorisé une enveloppe avec Proparco, avec justement le projet Averroès, qui permet d'investir dans des fonds africains, dont marocains, et qui vont eux-mêmes investir dans des entreprises et des startups marocaines. Donc là, vous avez une cartographie qui reprend quelques investisseurs, quelques fonds, donc notamment au niveau du capital amorçage. Vous avez 212 Founders qui est aussi très investi, qui est donc l'initiative de CDG Invest et qui est vraiment là pour appuyer les dynamiques des startups à haut potentiel et qui ont une ambition panafricaine ou mondiale. Atijari Invest et Azure Partners aussi qui veulent aussi appuyer l'investissement en capital amorçage. En capital risque, vous avez aussi d'autres acteurs qui sont présents et qui veulent justement appuyer les startups dans tout leur ancrage sur les marchés, de les accompagner dans leur début sur ces nouveaux marchés-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi un partenariat avec Afrique Invest qui intervient sur ce volet-là et qui peut être, si vos besoins, si vous en témoignez le besoin, nous pouvons faire des mises en relation aussi avec ces différents fonds. Et enfin, sur le capital développement, BPI France, avec son capital et son fonds Averroès, nous intervenons majoritairement sur ce volet-là, notamment avec nos partenaires Afrique Invest, Ametis, BPI, Méditerranéa. Et en complément de tous les autres fonds de qualité qui sont déjà présents au Maroc, dont CDG Invest, SPE Capital et Atijari Invest. Donc voilà, le but ici étant vraiment d'appuyer les entreprises une fois qu'elles ont déjà leur marché qui est mature, leur profit qui est déjà préétabli, qu'elles souhaitent développer un nouveau marché, un nouveau produit. Nous pouvons indirectement aussi les appuyer au travers de ces différents investisseurs. Donc voilà un petit peu pour la cartographie investissement et donc là vraiment c'est plus sur le côté comment est-ce que nous intervenons directement sur le marché marocain sans qu'il y ait forcément un besoin d'être enregistré en France. Donc c'est vraiment l'activité fonds de fonds Invest. Donc voilà un petit peu pour tout notre catalogue. Donc voilà, nous sommes disponibles avec Maëlle pour discuter avec vous et aussi n'hésitez pas à nous solliciter pour mettre en contact avec notre réseau qui est directement présent en région en France pour répondre à vos questions. Merci Nora, tu as parfaitement répondu à la question qu'on t'avait posée. Donc, eh bien, maintenant, on va voir un petit peu le retour des entrepreneurs. Alors, Nargis en a déjà un petit peu parlé sur cette première question, mais on va quand même te relaisser la parole pour aller un petit peu plus dans le fond de cette question, parce que toi, tu étais donc en amorçage, Nargis, et donc vraiment, on voulait voir avec toi, est-ce que tu as eu accès facilement à un soutien de financement? Et ensuite, on verra avec Kevin qui a un step un peu plus au-dessus, comment le financement a été levé. Donc, Nargis, toi qui es un amorçage, est-ce que tu as pu bénéficier de ces fonds en capital risque notamment? Nargis, es-tu là? Ou alors, ou alors tu n'as pas réactivé le micro. Ouais, là, c'est bon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'écosystème, il se met un petit peu en place, mais il est assez embryonnaire, surtout pour les VC, si vous voulez, un peu en amont, donc sur du seed et du pré-seed, on ne va pas avoir des fonds d'investissement qui vont suivre et qui vont prendre le risque d'investir dans une startup qui est dans un stade quasi d'idéation de MVP. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a quelques VC qui commencent à se positionner. Donc Nora a cité 212. Founders de CDG, mais là, il faut déjà vraiment être bien amorcé. Il faut déjà avoir prouvé sa traction au marché, avoir déjà un chiffre d'affaires qui est quasi récurrent pour pouvoir espérer un ticket. On va trouver le fonds Azure, le fonds SIF,
on va trouver le fonds UM6P Ventures, ou de la fondation OCP. Mais là, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur des tickets d'entrée entre 100 000 et 700 000 euros, donc entre 1 million et 7 millions de dirhams, grand maximum. Comme j'ai dit, il faut déjà avoir démontré sa traction marché, il faut déjà avoir un chiffre d'affaires seuil. C'est des programmes d'accompagnement ou c'est des dossiers qui vont durer à minima 6 mois. Donc, au Maroc, pour pouvoir lever des fonds, il faut compter minimum 6 mois. Et puis, malheureusement, on n'a pas encore de fonds d'investissement qui vont investir dans la deep tech. C'est-à-dire que même si vous avez une excellente idée, mais qui va nécessiter un peu de R&D, donc beaucoup de BFR, ça sera plus compliqué de trouver des fonds d'investissement qui vont vous suivre. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, c'est en cours de structuration. Là, aujourd'hui, moi, j'ai quand même la chance d'être en contact notamment avec le nouveau fonds d'investissement de BMCE, donc le BMCE Capital Invest, qui veulent essayer d'investir un peu plus en amont. Donc, sur des startups, pas au stade d'idéation, mais qui ont déjà quelques projets pilotes, qui ont déjà fait quelques installations, mais pas non plus très, très avancées, sur un stade très avancé. Donc là, voilà, on est en cours. Et puis de toute façon, il faut qu'à un moment donné, il y ait des premières réussites, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu des champions, ou si vous voulez, nos licornes marocaines qui vont peut-être promouvoir l'investissement et débrider un petit peu les investisseurs. Mais voilà, c'est en train de se mettre en place, et je pense que voilà, le jour où vraiment on va avoir de belles réussites, de beaux exemples, ça va permettre peut-être aux fonds d'investissement de lâcher des tickets un peu plus, de prendre finalement un peu plus de risques. Merci. Bien. Merci Nargis. Et alors du coup, Kevin, toi qui as fait donc une levée il n'y a pas longtemps, comment ça s'est passé? Est-ce que je sais que tu as aussi des investisseurs étrangers, mais est-ce qu'au niveau marocain, ça a bougé, ça a répondu? Comment ça s'est passé, Kevin? Alors nous, dans l'histoire de Mubawab, on n'a jamais réussi à trouver des fonds locaux. Parce que déjà, il y a 10 ans, c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Quand on est arrivé, on avait vu le Maroc Numeric Fund, qui au final, on leur disait qu'on allait monter un site d'annonce. Ils nous ont dit, bah non, c'est pas possible, on ne pourra pas. On allait les voir, mais c'est pas possible parce qu'on a déjà investi dans du e-commerce. Je leur dis, ah, pas de problème. L'e-commerce, c'est une chose, des sites d'annonce, c'en est une autre. On ne fait pas de paiement en ligne, etc. Mais déjà, ils avaient, non, pour nous, c'est pareil. Donc, il n'y avait pas à ce stade, il y a 10 ans, il n'y avait pas de centre de founders, il n'y avait pas énormément de sociétés d'aide à l'investissement comme le Ménargis. Donc, nous, on n'a jamais réussi. Et puis après, dans les stades plus avancés, donc, en amorçage, nous, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Au final, on s'est fait ni avec les banques, ni avec personne. Nous, au final, on s'est fait aider à l'époque en Espagne, par des banques en Espagne. Donc, c'est des banques qui ont financé une à fond perdu et l'autre sous une forme de prêt, l'amorçage au Maroc. Quand on a eu cette traction dont parlait Nargis avant, et qu'on s'est dit, OK, on a un vrai concept qu'on va pouvoir présenter pour trouver des investisseurs. Le cercle, à l'époque, encore une fois, c'était il y a 5 ans, le cercle des business angels était pas orienté sur ce qu'on faisait en tout cas. Aujourd'hui, je sais qu'il se consolide un peu plus, mais il est quand même très très faible très très jeune par rapport à ce qu'il peut être même pas des États-Unis, mais déjà en Europe. Et donc, nous, on a repris des fonds à Dubaï, parce que c'est quelqu'un qui comprenait, enfin, c'était en tout cas un environnement qui comprenait le marché arabe et marocain plus précisément. Donc, nous, au final, on n'a pas réussi. Je pense qu'on n'était pas dans les bons timings. On était trop gros quand on voulait, quand on était trop petit, enfin, que ça n'existait pas quand on était plus petit. Mais en tout cas, et nous, aujourd'hui même, à ce stade, on cherche à avoir des lignes de crédit avec les banques. Et en étant une société qui a un certain chiffre d'affaires, etc., qui a une certaine expérience, même les banques ne veulent pas nous accompagner. Très difficile, pour quoi que ce soit, parce que peur c'est plutôt conservateur. Aujourd'hui, je pense qu'il manque toujours une dimension d'investisseur capital risque au Maroc. Moi, je ne la vois pas. Je vois pas mal d'initiatives, je vois des choses intéressantes, je vois
même des success stories qui se font à travers de South Travelers, etc. Mais ça, je pense que l'investissement, il ne faut pas compter dessus en tout cas. Je pense qu'il faut le sécuriser ailleurs. Bien, merci. Merci beaucoup, Kevin, pour ces précisions. Donc, deux sons de cloche différents. Donc, la levée de fonds, oui, va servir du coup à développer les projets. Et qui dit développement de projets peut dire aussi, pourquoi pas, internationalisation. Jean-Charles tout à l'heure disait que le Maroc avait un positionnement stratégique aux portes de l'Europe, mais aussi aux portes de l'Afrique. Alors, est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, Kevin et Nargis, vous considérez que, en effet, le Maroc peut être une véritable porte d'entrée vers le marché africain? Donc, Kevin, je te donne la parole et puis. Alors, nous, on vend des services. Donc, on vend des services locaux. Donc, nous, on a besoin d'avoir des personnes localement qui vont exécuter ce qu'on a. Donc, oui, nous, ça nous a donné une hub pour la Tunisie. On a monté la Tunisie depuis ici. Puis après, aujourd'hui, au final, on a pris les équipes, on les a déplacées. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que ça commence à tourner, on a commencé à engager en Tunisie et à désengager ici, malheureusement. Donc, oui, par rapport à la Tunisie, très clairement. Ensuite, parce que c'était un marché très proche. L'Algérie aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais pour des raisons déjà économiques en Algérie, c'est très compliqué. On a toujours dit qu'il faut passer par des généraux, passer par des choses très obscures pour pouvoir monter une société, avec le 49-51 que expliquait Jean-Charles au départ. Et puis après, il y a un climat politique où même au final, les équipes ici n'ont pas spécialement envie d'aller en Algérie. Donc, comme c'est compliqué là-bas et qu'en plus, il n'y a pas un engouement spécialement ici au Maroc, donc nous, on a écarté. Je crois qu'on a bien fait au final. Ensuite, sur la partie Afrique du Nord. Ensuite, sur la partie le reste de l'Afrique, enfin Maghreb plutôt qu'Afrique du Nord. Maghreb. Ensuite, sur la partie reste de l'Afrique, nous, c'est quelque chose qui est tellement opérationnel que soit on est quand même très proche avec des personnes qui peuvent être très proches, et je pense que les Marocains sont très proches des Tunisiens dans ce sens-là, c'est possible, et on n'a pas voulu partir en Afrique dans le reste des autres pays d'Afrique, soit par la langue différente, anglophone, soit dans l'Afrique francophone, il faut trouver au final des partenaires locaux. On n'a pas réussi à le faire, donc nous, au final, dans notre cas, qui est de la vente de services et qui est une exécution locale très très forte, donc on n'arrive pas avec un produit, on doit développer quelque chose, pour nous, oui, mais sur le Maghreb, pas sur le reste de l'Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Mumbai est aussi leader en Tunisie, et ça, principalement grâce au Maroc. Très bien, merci Kevin. Nargis, très brièvement, est-ce que tu serais du même avis que Kevin? Alors, moi, je ne suis pas au même stade que Kevin, donc je n'ai pas le même retour d'expérience. Mais en tout cas, de façon un peu plus intuitive, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le Maroc se positionne clairement comme un tremplin pour l'Afrique. Et je pense que c'est aussi une volonté politique d'en faire un. Au-delà du fait que ce soit un hub régional, que les multinationales vont y installer leur headquarters, au-delà des infrastructures, aujourd'hui, ce qui va vraiment aider sur le volet africain, c'est le capital humain. Il ne faut pas oublier que le Maroc aujourd'hui attire des talents subsahariens. Donc, on va avoir beaucoup de boursiers d'excellence des pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, qui vont faire leurs études au Maroc et qui vont généralement rester travailler au Maroc. Là, j'en ai fait expérience. Moi, mes premiers ingénieurs que j'ai recrutés, j'ai un Burkinabé, un Sénégalais. Aujourd'hui, ils sont très, très bons. Et puis surtout, aujourd'hui, sur le recrutement de l'ingénieur sénégalais m'a permis aujourd'hui de créer New Joule Sénégal, parce qu'il a décidé de rentrer au Sénégal. Et comme il était convaincu par le projet, il a lancé la start-up au Sénégal. Donc là, nous, c'est vraiment l'aventure, elle est très récente, donc je n'ai pas encore suffisamment de recul là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, c'était quasi naturel. Il n'y a vraiment pas eu de soucis. Et puis, ça aide aussi le volet cosmopolite de la société, le fait qu'on soit francophone, anglophone, hispanophone. Donc, ça aide vraiment à pouvoir adresser différents pays, que ce soit en Europe ou au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Bien, merci beaucoup, Nargis. J'aurais juste ponctualisé ce qu'a dit Nargis. En fait, c'est vrai que je suis assez d'accord, et ça, je ne l'ai pas relevé. Mais effectivement, on a la chance d'avoir d'Afrique francophone beaucoup de talents qui viennent, notamment pour les études, et certains y restent. Et au final, c'est vrai que c'est une porte au final pour aller
Le Maroc, l'Eldorado pour beaucoup de pays d'Afrique. Et donc, au final, après, ça permet aussi de pouvoir former des personnes et les envoyer en tant qu'entrepreneurs. Donc, ça, c'est un point que je n'ai pas levé, mais je suis Exactement. 100% d'accord. Super. On est Alors, il est 14 heures, il nous reste une question pour Nora et Moïse et la conclusion. Donc, je m'excuse pour les participants, on va avoir sans doute 5 à 10 minutes max de retard. Donc, si vous nous le permettez, on va terminer sur ces dernières questions. Merci beaucoup, Kevin et Énergis, pour ces dernières précisions. Et du coup, on va demander justement aux deux investisseurs présents, donc Nora et Moïse, comment vous accompagnez les entrepreneurs comme Kevin et Énergis qui ont cette envie d'aller donc soit en Tunisie, soit sur le reste de l'Afrique, comme ils l'ont dit. Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce qu'il y a des dispositifs dédiés, Nora? Oui, alors les entreprises qui sont enregistrées en France et qui ont cette stratégie de vouloir voilà, s'internationaliser et avoir une stratégie panafricaine, bien sûr, nous les accompagnons sur les sujets, justement, les produits mentionnés auparavant, dont l'assurance prospection. Il est important de savoir qu'on peut faire une demande sur plusieurs pays. Donc, par exemple, développer une stratégie au Maroc, en même temps prospecter en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud ou même sur d'autres continents. Mais dans cette stratégie panafricaine, oui, c'est possible. Et de même pour les autres produits de prêt, de création à la filiale, d'assurance de vos fonds qui sont émis entre la maison mère et votre filiale, de même, c'est un outil qui ne se cantonne pas juste à un pays, mais qui peut s'enregistrer dans une stratégie continentale. À savoir que nous avons aussi un réseau assez développé en Afrique de BPI France, où nous avons 4 bureaux. Donc, un en Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest, un Nairobi pour l'Afrique de l'Est, Dakar pour le Sénégal et enfin ensuite Casa pour l'Afrique du Nord. Donc, oui, nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie globale sur le continent et nous profitons aussi de nos liens avec nos partenaires locaux pour justement accompagner les filiales françaises installées au Maroc qui elles-mêmes souhaiteraient créer leur propre filiale à l'étranger et dont justement l'AMDIE ou la CFCIM pour justement les accompagner dans ces stratégies. Très bien. Donc, dispositif BPI pour celles qui sont enregistrées en France. Et donc, pour celles qui sont enregistrées au Maroc, Moïse, quels sont les dispositifs pour les accompagner vers l'exportation sur le reste de l'Afrique? Alors oui, justement, alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, l'AMDIE se positionne sur deux volets, l'investissement et l'export. Alors ce qui est intéressant, c'est que une fois l'investisseur considère le Maroc et crée son entreprise au Maroc et mène son investissement au Maroc, donc cette entreprise est considérée bien évidemment une société de droit marocain. Donc elle a tout à fait le droit de profiter des programmes de soutien que l'AMDIE offre en termes d'appui à l'export. Quels sont ces programmes? Alors, nous, à l'AMDIE, on a oh là là. Alors nous, à l'AMDIE, on a un calendrier événementiel qui est assez riche et qui comprend la participation à des salons à l'international, au plus grand salon à l'international qui couvre plusieurs secteurs. C'est-à-dire, par exemple, je peux vous donner l'exemple du digital, où nous organisons la participation marocaine avec un grand pavillon abritant plusieurs entreprises marocaines au GITEX, par exemple, à Dubaï, ou à Vivatech, par exemple, à Paris. Donc, on offre cette possibilité aux entreprises marocaines de présenter leurs produits ou services dans des plus grandes plateformes internationales, mais aussi on organise aussi des missions, en fait, ou des événements d'invitation de donneurs d'ordre et de renforcement des produits marocains auprès de distributeurs étrangers. Donc, ce sont une panoplie, en fait, ce sont une panoplie de services que nous offrons à nos exportateurs marocains. Ce sont des types, on va dire, d'actions collectives, mais on prévoit aussi de l'accompagnement sur mesure. Alors, là, je vais souligner un programme qui est piloté par le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui s'appelle Relance Export, et qui vise à accompagner individuellement une quarantaine d'entreprises d'exportateurs marocains. C'est un projet pilote. On attend de voir un petit peu les retours sur investissement pour que par la suite, ça soit généralisé au profit de toute la population
d'exportateurs marocains. Donc, c'est un programme, c'est un suivi en fait personnalisé selon les besoins spécifiques des exportateurs. Il y en a ceux qui voudront, par exemple, avoir plus la possibilité de faire plus de prospection. Il y en a ceux qui voudraient plutôt travailler sur leur packaging, sur leur communication. Donc, en fait, c'est un appui individuel selon les besoins individuels des entreprises. Donc, il y a aussi, je voudrais aussi souligner qu'il y a d'autres organismes comme la société d'exportation, en fait, de la SMIEX, qui est la société d'appui à l'exportation à l'export, qui gère pour l'État des fonds qu'on appelle, ce sont des assurances à la prospection et des assurances à la participation aux foires. Ça rejoint en quelque sorte ce qu'a expliqué Nora. Donc, ce sont plus ou moins les mêmes dispositifs, mais ce sont aussi des services dont peuvent bénéficier toute la population d'exportateurs au Maroc. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous mettre les contacts de ces deux services, donc Relance Export et le dernier, sur le chat éventuellement pour permettre à tous les Alors, participants d'avoir les contacts? évidemment, je vais chercher les liens tout de suite et vous le mettre sur le chat. Très bien. Alors, on va vous laisser la parole pour conclure, chers intervenants. On va le faire dans l'autre sens cette fois. Donc, on va pas commencer par Nora. Est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin sur des perspectives, un conseil à donner, à faire ou ne pas faire? Daniela, si je peux me permettre, avant que Nora commence, si des participants ont des questions, n'hésitez pas pendant ce temps de parole Ah oui, de les écrire sur poser le les chat. questions. Ouais, tout à fait. Merci, Vas-y, Naila. Nora. Mon conseil, ça serait vraiment, comme vous le faites en participant à ce webinaire, de bien vous renseigner avant d'aller au Maroc, de faire une veille tant sectorielle que sur les enjeux business, fiscaux, juridiques, pour que justement vous puissiez vous équiper des meilleurs arguments et de bien connaître votre marché pour, une fois que vous êtes sur le Maroc, savoir à quel opérateur vous pourrez vous adresser en cas de challenge ou de potentiels défis que vous rencontrerez durant votre implantation. Donc voilà, donc bien connaître l'écosystème avant de vous implanter. Très bien, merci Nora. Oui, Alors, je suis en train de vous envoyer les liens, mais en tout cas, moi, je voudrais simplement souligner que, en fait, l'investissement est considéré comme un moteur de croissance au Maroc, et d'où l'adoption de cette nouvelle charte avec avec ces dispositifs qui sont prévus pour justement faciliter l'acte d'investissement au Maroc et encourager l'acte d'investissement au Maroc. Moi, je veux tout simplement inviter toutes les entreprises qui sont intéressées par le Maroc à prendre contact avec nous. On sera ravis de leur fournir toutes les informations nécessaires, à les connecter avec les différentes administrations de l'État et puis à les aider à identifier en fait les dispositifs de soutien qui sont en place et les aider à mener à bien leur projet d'investissement au Maroc. Donc, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont intéressés qui ont un projet, qui sont intéressés par connaître un petit peu plus l'actualité au Maroc, à prendre contact avec nous. très bien. Merci beaucoup, Moïse. Jean-Charles. Alors, moi, le mot de la fin, je reprendrai ce que m'a dit récemment un patron d'entreprise qui est venu. Il fait, tu sais, Jean-Charles, c'est morose en France. Il fait, quand on vient au Maroc, on respire quand on entend un ministre parler, quand on entend les entrepreneurs. Donc, il ne faut pas hésiter à venir s'enquérir un peu de tout ce qui se passe ici. Traverser la Méditerranée, comme je disais, 3 heures de vol, des Bordeaux, comme en Casa ou des Toulouse-Casa, il y en a à peu près tous les jours. Et le plus important, c'est si vous désirez vous développer au Maroc, vous ne pouvez pas le faire par Teams. Clairement, vous êtes dans un pays du Maghreb, il faut qu'il y ait du contact, il faut qu'il y ait de la présence. Donc voilà, n'hésitez pas à venir et n'hésitez pas à nous contacter quand vous passez sur Casa ou au Maroc. Voilà. Super. Merci Jean-Charles. Merci On va Jean-Charles. passer à Nargis. Alors oui, pour les start-upers qui auraient des idées dans le digital et qui aimeraient s'installer au Maroc, bien entendu, il faut juste garder à l'esprit qu'on ne va pas s'amuser à comparer l'écosystème des startups au Maroc avec des écosystèmes comme aux États-Unis ou en Europe. Maintenant, c'est un écosystème qui est naissant.
C'est un écosystème qui va permettre du coup beaucoup d'opportunités. Et le principal avantage qu'on peut avoir au Maroc, c'est au-delà du soleil et du beau temps, mais c'est surtout une jeunesse qui est très intéressante et beaucoup de talent, surtout dans les domaines techniques, où on peut quand même réussir à faire des MVP, à amorcer son activité avec un investissement qui est beaucoup moindre que l'investissement dont on aurait besoin en France ou aux États-Unis. Maintenant, il faut juste prendre en considération l'écosystème qui n'est pour le moment pas encore suffisamment évolué. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Nargis. Et le mot de la fin pour Kevin avant de passer aux questions. Pour moi, le mot de la fin, c'est simple, c'est qu'il y a, c'est aussi difficile à mon sens de monter une entreprise au Maroc qu'ailleurs. Il y a ses avantages, on en a parlé aujourd'hui, il y a ses défis, on en a parlé aussi. Maintenant, l'avantage, c'est qu'il y a une terre d'opportunité, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à développer, surtout sur la partie tech. Et au final, il faut savoir saisir l'opportunité et venir s'installer au Maroc, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Ça donne envie, hein, franchement. Il n'y a plus qu'à. Et puis voilà, on est avisé en connaissance de cause sur ce que disait justement Kevin, les leviers et puis quelques freins à relever, défis à relever. Donc, merci encore à tous les intervenants. On va passer aux questions. Alors, j'en ai pas vu beaucoup sur le chat. Alors, il y en a une, Nila, si je peux me permettre de la lire. Donc, c'est une question de Naoufel qui demande s'il y a des associations ou organismes du mentorat entrepreneurial au Maroc. Donc, Jean-Charles a répondu sur le chat, mais je vais me permettre peut-être de prendre la parole là-dessus, puisqu'il parle du cluster CFCIM. Donc, en effet, pour ce qui est du mentorat, lorsqu'on est une start-up notamment et qu'on est incubé, donc le cluster est un incubateur, on bénéficie de mentorat. Donc, le cluster, c'est un programme d'accompagnement qui va œuvrer sur différents points, mais le cluster, alors je suis moi-même chargée ici au cluster CFCIM et pour nous, ce qui est très important, en effet, c'est de mettre en relation les start-upers avec des personnes qui ont une certaine expérience via du mentorat. Donc, on met en place des programmes de 2 à 3 mois et sur des questions bien précises en fonction de la demande du start-upper et surtout de la difficulté qu'il rencontre pour pouvoir faire un déblocage. On va s'appuyer sur des professionnels, notamment qui font partie de la communauté du cluster de manière très précise, mais pas que, aussi de la CFCIM en général, grâce à nos partenaires CFCIM. J'espère que ça a répondu. Peut-être que Jean-Charles, tu as des précisions à apporter là-dessus. Leïla, tu es la mieux placée pour en parler. Voilà, donc le cluster, j'aimerais préciser juste une chose. Le cluster de la Chambre, en fait, si vous voulez, c'est pas une business line. Contrairement, je vais le dire, hein, par rapport à d'autres clusters, à d'autres incubateurs qui sont présents au Maroc, c'est qu'on ne demande rien à l'entreprise. C'est qu'elle gagne, il y a un jury, elle fait son speech, elle rentre au cluster et on l'héberge, on s'occupe d'elle, elle est formée, mais on ne demande aucune rétribution. Et je pense que le cluster de la Chambre, en fait, c'est une histoire aussi de valeur. Ça a été créé par une personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est Jérôme Mouton, qui est de nouveau administrateur au sein de la Chambre. Et Jérôme est président de la French Tech au Maroc. J'ai vu Reda tout à l'heure, je le salue dans les participants, son SGVP. Voilà, donc je tenais à le dire. Et Reda, pareil, est présent sur le cluster. Et il y a les business angels de la Chambre. Mais voilà, c'est purement associatif et voilà, pas de rétribution. On ne demande pas à la start-up de nous donner 10% de ce qu'elle va lever ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Très bien, merci. Merci pour cette précision supplémentaire. Est-ce que tu vois d'autres questions, Lila? Non, j'ai fait le tour. Je ne vois pas d'autres questions. Ça veut dire que ça a été très complet et qu'on a répondu à toutes les questions qui pouvaient passer par la tête de nos participants. Ben oui, alors on laisse une petite minute, mais je pense. Alors, pendant cette petite minute pour les questions, je vais demander à tous les intervenants de
de débrancher leur micro, enfin de brancher leur micro on et puis de parler. Comme ça, on va tous se mettre sur l'écran. Je vais faire une petite impression d'écran. Et ça aide. Euh, Alors, il nous manque Nora. Nora et Mouis. Ah, ils sont- Est-ce que j'aurai tout le monde là? Attends. Ah, si, je sais. Peut-être comme ça. Tac, tac, tac. Ah, yes. Yes, yes, yes. Génial, j'ai trouvé. Alors, Mouis. Ah, ben, j'ai tout le monde. Eh ben, génial. Et ben, on va faire un petit sourire. Ah, j'en ai pris plein. Génial. On peut faire un petit pouce levé pour être un peu plus fun. Hop. Attends, je vais faire ça, moi. Comme ça, on verra bien le Pays Basque. Yes! Et la dernière. Trop bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, ah, il y a des petites questions qui sont arrivées. Ah non, des merci. C'est des merci, c'est des merci, c'est des merci. Plein de merci. Bon, bah, super. Génial. Je vous remercie infiniment tous les intervenants, les participants. Ce webinaire, il a été enregistré. Donc, on va évidemment couper le début avec toute l'attente, mais on va refaire un petit montage et ça sera disponible sur le YouTube de la French Tech. Donc, je préviendrai tous les participants dès que ça sera publié. Et encore un grand merci aux intervenants pour la préparation, le temps que vous nous avez accordé et puis ce temps d'échange tous ensemble. Énorme merci à tous. À très bientôt. Merci. J'espère venir vous voir. Et Merci si vous à venez au Pays Basque, n'hésitez pas pour le café. Merci à Merci. vous et aux Merci à participants. tous. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mileshker.